Nous savions que la maison brûlerait. À vrai dire, elle brûlait déjà, mais vous regardiez ailleurs. Depuis dimanche, dans ma circonscription, 2000 hectares sont partis en fumée dans la forêt de Fontainebleau. 800 pompiers venus de toute la France, des gendarmes, mais aussi des agriculteurs, des élus locaux et des citoyens ont affronté, nuit et jour, un méga feu d'une violence inédite. Sur place, j'ai vu le courage de la sécurité civile. J'y ai rencontré des soldats du feu exténués et à court de matériel. Bien avant ce week-end, l'institution tanguait du fait de la destruction organisée des services publics. Les pompiers ont manifesté en janvier dernier, mais au lieu de les écouter, vous leur avez répondu par la matraque. Nous savions que la maison brûlerait. À vrai dire, elle brûlait déjà, mais vous regardiez ailleurs. Promesse en l'air d'un renouvellement entier de la flotte de Canadair vieillissant par Emmanuel Macron en 2022, annulation de commandes par Gabriel Attal en 2024, en plus des 75 millions d'euros d'économies l'an dernier dans les budgets de la sécurité civile, autant de coupes rases qui montrent votre sens des priorités. Vous ne pouvez plus nier vos responsabilités. Sur le territoire national, déjà 30 000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année. Vous êtes aussi le gouvernement de la répression des lanceurs d'alerte et des associations environnementales poussées par l'extrême droite climato-négationniste. Monsieur le ministre, vous auriez pu augmenter les effectifs des pompiers et des forestiers, revaloriser leurs salaires, engager un plan de gestion de l'eau, des forêts, bref, gouverner par les besoins. L'urgence, elle est là. Pourquoi n'avez-vous rien fait pour préparer face au choc climatique ? Vous êtes d'une extrême sévérité. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Vous ne voyez pas les choses ou vous ne voulez pas les voir. Je viens de répondre à monsieur le député à l'instant en rappelant tous les investissements qui ont été réalisés en matière de flotte aérienne, qui est parmi la plus performante d'Europe et qui est parmi la plus nombreuse, si vous rapportez ça en nombre d'hectares brûlés. 12 Canadair, 8 Dash, dont je vous redis que 6 ont été livrés entre 2019 et 2023. 2019 et 2023, les dates ont un peu de sens quand même. Nous louons par ailleurs, je viens de le redire, 10 hélicoptères et 6 avions qui sont tous bombardiers d'eau. Et puis nous avons aussi les mécanismes européens qui viennent nous renforcer comme nous allons renforcer les autres. Nous n'avons eu de cesse de renforcer les effectifs de la sécurité civile militaire qui interviennent sur tous les feux et qui étaient présents à Fontainebleau, également, qui font un travail remarquable. Donc nos moyens augmentent sans cesse. Sachez bien que 95% des feux se combattent par des moyens terrestres. 90% des feux ne parcourent pas plus d'1 ou 2 hectares. C'est dire l'efficience de notre dispositif de sécurité civile. Et donc je ne peux pas vous laisser dire que nous ne faisons rien, et encore moins que nous avons une part de responsabilité là-dedans. Tous les jours, à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, vous avez des fonctionnaires qui sont sous mon autorité, qui planifient l'utilisation des moyens en fonction de la carte de Météo France, en fonction des indications qui sont données, notamment par l'Office national des forêts. Donc je vous en prie, soyez un peu respectueux de l'action qui est menée par les services de l'État et par les sapeurs-pompiers des SDIS. Bon, monsieur Nunez, ça va pas être possible, ce type de ton. Hein. La délégation de la France Insoumise vient très justement de pointer l'intégralité des conséquences de votre déni passé, hein, et plus que de votre déni, de votre permissisme de mépris des expertises de terrain comme des souverainetés légitimes de la population. Et vous venez encore de nous faire la démonstration parfaite de ce qu'est votre action politique, de l'attitude, de l'obstruction, du vide et beaucoup de surcompensation. Parce que vous passez d'une réclamation, d'une exigence d'indulgence, si au moins c'était formulé de la sorte, mais vous venez de répondre sur un motif qui n'est simplement que l'incrimination de sévérité devant la légitimité souveraine, constitutionnelle souveraine d'exiger des comptes de votre bilan politique, ce que vous n'avez pas à remettre en cause. Et vous embrayez tout de suite sur seulement du déni. Aucune intégration de la critique qui vous est portée ne tient compte du réel. Il n'y a pas que les feux de forêt, il y a la surmortalité de cette saison caniculaire. Et pire que ça, on voit aussi des feux de panneaux solaires. Des panneaux solaires en proie aux flammes sur le toit de cette maison de Villerville en Normandie, c'était ce mercredi. Voici ce qu'il reste de la maison. Toute une vie, partie en fumée, malgré l'intervention rapide des pompiers. Cette famille est sous le choc. Ils avaient beau arroser, ça continue à brûler. Interminable. Pauvre maison. Il n'y a plus rien, tout est par terre. Ils ont juste tout le temps de sortir le sèche... Le sèche-linge, oui. Les panneaux solaires semblent avoir disparu. Il y avait combien de panneaux ? 12. 12 panneaux. Mais après... Oui. Je ne sais pas que ça venait des panneaux, je ne sais pas. On ne sait pas. Je ne sais pas du tout le feu d'où il est venu, l'origine, je ne sais pas.
Un expert doit passer mardi prochain pour évaluer les dégâts et tenter de comprendre ce qui s'est passé. En juillet dernier, 500 mètres carrés de panneaux solaires sont partis en fumée sur ce toit d'un collège du Gers. Heureusement, les élèves n'étaient pas présents. Une enquête est en cours. Les pompiers ont eu beaucoup de mal à éteindre l'incendie. Lorsqu'on projette de l'eau sur les panneaux photovoltaïques, eh bien, elle a tendance à glisser. Et donc, du coup, on n'atteint pas forcément les points chauds qu'on souhaiterait sur la toiture. Comment expliquer ces mystérieux incendies ? Chez ce professionnel, 1500 mètres carrés de panneaux sont montés tous les jours. Plus d'1 million depuis les débuts de l'entreprise et pas un seul départ de feu. Lui l'assure, les panneaux homologués et certifiés sont sans risque. Un panneau ne peut pas prendre feu, non, je vous confirme. Tout ce qui va être à risque sur une installation photovoltaïque, ça va être toute la partie conformité électrique. Surtout ce qui va être branchement au niveau des câbles, le choix d'un disjoncteur, la conformité électrique de toute l'installation. Là, effectivement, il faut rester vigilant. Les incendies de panneaux photovoltaïques sont en général dus à un défaut d'étanchéité, une mauvaise installation ou encore un dysfonctionnement électrique. Il y a un mois seulement, un autre feu détruisant des panneaux solaires a eu lieu dans le Puy-de-Dôme, cette fois sur le toit d'une microcrèche. Par chance, les enfants ont pu être évacués à temps. Là aussi, une enquête est en cours. Les incendies impliquant des panneaux solaires sont très rares, un sinistre pour 10 000 installations par an. Trottinettes, vélos électriques, mais aussi voitures. Les batteries au lithium sont partout. Si elles permettent une mobilité douce, plus écologique et silencieuse, elles sont aussi potentiellement dangereuses, surtout en cas de forte chaleur. Il faut être vigilant aux conditions de recharge. Un feu de batterie au lithium est très compliqué à éteindre. L'enquête de ce 20h, Benoît Cristal, Olivier Cresta. C'est un nouveau risque à gérer pour les campings. Les batteries électriques au lithium. Ces touristes allemands redoublent de vigilance avec celle de leur vélo lors des fortes chaleurs. On fait toujours attention. On met les vélos à l'ombre et quand on est absent, on retire les batteries pour les mettre à l'abri. C'est comme les téléphones portables, ça peut exploser. Autre risque présent dans ce camping de l'Hérault, les voitures électriques qui se multiplient. Ça va ? Chaque matin, la direction effectue donc une ronde d'inspection. Objectif, vérifier chaque branchement devant la centaine de mobil-homes de l'établissement. Les gens aussi en véhicule électrique louent des mobil-homes et ils peuvent se brancher sur une prise intérieure. Donc je préfère éviter ça et on leur explique déjà sur le règlement intérieur c'est stipulé et on leur explique qu'il y a des bornes électriques pour recharger leur véhicule électrique. Pour éviter ces branchements sauvages, le camping a en effet installé 2 bornes de recharge officielles. En cas d'incendie d'une voiture électrique, le feu serait très compliqué à éteindre. Les pompiers ont d'ailleurs calculé la quantité d'eau nécessaire pour venir à bout de ces incendies d'un nouveau genre. Pour une voiture thermique, il faut un camion d'intervention, soit 3000 litres d'eau. Pour une voiture électrique, c'est 20 fois plus, 60 000 litres d'eau. On en arrive même à se poser la question de est-ce qu'on va éteindre le véhicule. On considère que parfois il est préférable de le laisser brûler parce que c'est pas le tout de mettre de l'eau, mais cette eau que l'on injecte, que l'on envoie sur l'incendie, cette eau elle est potentiellement polluée. Plus répandu encore, les incendies de trottinettes et de scooters. Sur ces images de vidéosurveillance, on voit la rapidité de propagation du feu. Ces batteries sont plus souvent soumises à des chocs. Ici, elles remplissent une pièce entière de fumée toxique en quelques secondes. Nous avons demandé à ces pompiers de reproduire le phénomène d'emballement thermique en donnant un choc à une batterie. Au contact de l'air, le lithium se transforme en gaz toxique. La fumée se propage durant 40 secondes. Il n'y a pas d'intervention réalisée, la première cellule va contaminer la deuxième, chauffer et créer cet emballement thermique en chaîne. Effectivement, la fuite continue. Si la chaleur est encore plus élevée, c'est l'ensemble de la batterie qui prend feu durant plus de 5 minutes. Et on voit que c'est vraiment les gaz issus de la combustion qui sont en train de brûler en fait. C'est ce qui se passe lorsque le chargeur de votre batterie est trop puissant. Inutile de verser de l'eau. Seule
Une couverture thermique comme celle-ci peut en venir à bout. En cas d'incendie, il faut donc quitter les lieux au plus vite et appeler les secours. Si vous chargez votre batterie à la maison, mieux vaut prendre toutes les précautions. Ce qu'on vous conseille, c'est de bien l'entretenir, d'avoir le chargeur adapté. Et si on n'a pas le choix et qu'on doit charger sa trottinette, notamment dans son immeuble, dans son appartement, ça va être de le faire dans une pièce fermée. Pourquoi pas la salle de bain? Surtout pas à l'entrée, le seul endroit où on peut sortir en fait. Beaucoup d'accidents sont aussi dus à des défauts internes des batteries, souvent fabriquées en Chine. C'était le cas sur l'incendie très impressionnant de ce bus à Paris en 2022. En début d'année, un feu a détruit cette concession de camping-car en Vendée. En cause, la mauvaise gestion des batteries lithium de grande capacité. Elles sont 20 fois plus puissantes que celles d'un vélo. Pour cet installateur de camping-car, hors de question de prendre le moindre risque avec ce matériel. Le danger d'une batterie, d'une mauvaise batterie, ça va être la surchauffe, sachant que les meubles sont en bois, donc ça prend vite feu. Les câbles sous-dimensionnés, si c'est un des éléments lithium de la batterie qui va cramer, c'est feu assuré. Il est donc recommandé de faire appel à un installateur professionnel. Il y a en France 500 000 camping-cars et 1 300 000 véhicules électriques. Ces derniers ne prennent feu qu'après un accident ou un choc très violent sur leur batterie. On voit des choses dont on ne parle pas parce que c'est systématiquement balayé pour le reste, mais on a vu cette longue séquence de l'organisation des faits divers dans leur en plus maltraitance médiatique. Je vais y revenir sur l'organisation des faits divers parce que personne n'est dupe. C'est juste que c'est un travail qui est long parce que j'ai dû faire l'intégralité du monitoring de tous les médias qui ont traité l'affaire Liana, et il se trouve que j'ai recontextualisé l'affaire Liana dans les grandes affaires nationales de faits divers, parce que voyez-vous, je trouve des intercorrélations vraiment trop suspectes pour ne pas en parler, et surtout encore plus dramatiques pour ne pas composer un motif. Un motif que je vais devoir encore prendre l'initiative en tant que citoyen de risquer friser le ridicule tout en essayant de valoriser ce qu'il y a de vertueux dans les initiatives citoyennes de mon pays, comme par exemple l'immense mérite d'Audrey Renard de faire ce travail de médiation et de valoriser cette intelligence de compréhension des phénoménologies et de leur chronologie qui conduisent au syndrome, aux situations, aux sociopathies, aux maladies, là où vous n'avez que des discours de tentatives d'aliénation, d'annihilation, de déni, de primitivisme, de primitivisme, d'arriérisme, et c'est un tout en fait qui fait que votre attitude, nous avons aujourd'hui à vous signifier clairement que ce n'est pas possible. Il y a encore bien d'autres choses que vous n'entendez pas et qu'on va continuer de vous dire. Ça fait 15 ans personnellement qu'on vous explique qu'il va y avoir un problème avec les centrales nucléaires. Et pas seulement au niveau des déchets ou de la sécurité. Je vous rappelle qu'en 99, le site de la centrale de Bro-Saint-Louis est passé très très près d'un scénario à la Fukushima à cause des inondations. Il y a plein d'autres problèmes sur la conception même des centrales, puisque les chargements des crayons de combustible ne se font pas par en dessous. C'est quand même une absurdité conceptuelle, à partir du moment où le scénario catastrophe le pire, c'est la panne synchronisée de tous les systèmes de secours d'alimentation qui entraîne des fusions du réacteur dans ces cas de figure-là si le combustible ne peut pas être extrait. Bon. Je m'avance avec les données civiles dont je dispose. Sans doute, peut-être y a-t-il des plans de faire en sorte que la conception interne des réacteurs ne soit pas si accessible que cela, et que peut-être je me baserai sur des informations fausses. Tant mieux, ça ferait partie d'une intelligence digne de l'enjeu d'un tel secteur d'activité, et donc je m'en remettrai à la relativisation de ces données, pas de problème. Reste un autre problème. L'autre problème, c'est ce qui apparaît clairement dans le documentaire qui a été tourné pour France 3 Régions, problème qui avait déjà été soulevé il y a longtemps par Jean-Pierre Petit, et il se trouve que je ne m'y intéresse pas seulement parce que Jean-Pierre Petit s'y intéresse, mais parce que j'ai de la famille qui a travaillé dans ce site noble. Voyez-vous ? Et les installations d'urgence incendie, l'approvisionnement, moi je suis soudeur, j'ai fait déjà beaucoup de plomberie et tuyauterie, on est clairement sous-alimenté en système de sécurité sur les systèmes apparents dans le documentaire. Bon. Des choses comme ça, on va pas nous faire avaler que c'est réglé du jour au lendemain. Bon.
De plus, surtout, il y a bien d'autres solutions qui devraient être un accompagnement et faire partie de la revalorisation des libertés publiques, qui, à terme, sont le solutionnement de ces problèmes d'hypercentralisation vieillissante, où la parole du politique et la monumentalité de l'échelle d'investissement dépend systématiquement de la capacité de l'espèce humaine à trouver la sagacité systématique de s'harmoniser face à des responsabilités impactantes aussi monumentales. Ce qui n'est pas un système sain de fonctionner, tel que la tendance gouvernementale que vous êtes en train de participer, essayer d'imposer à ce pays, démontre ce qu'il y a de pire dans la faillibilité potentielle de l'homme. C'est-à-dire, à cause d'une incrimination de responsabilité inacceptable puisque héritant de conséquences structurelles de vos aïeux en n'y ayant jamais été préparé personnellement et d'une telle échelle que des esprits d'autant plus très tentés et corrompus tels que le vôtre qui essaieraient de renier par quelques stratagèmes fumeux la capacité de pouvoir en prendre sa part, pourrait entraîner comme dynamique une catastrophe. D'autant plus alors la question du sérieux, de l'intelligence, d'anticipation, de perspicacité, de sagacité, d'anticipation sur les modèles de développement infrastructurel est à revaloriser du point de vue de la légitimité de la société civile, souveraine, publique. D'autant plus quand elle se base manifestement sur des initiatives de bonne foi qui, étant intéressés au problème depuis fort longtemps et visiblement bien plus que vous-même, font l'effort d'essayer de s'exposer publiquement dans des situations qu'ils savent d'avance compliquées à devoir brasser, en raison de toutes ces surcouches sociétalement instituées de déprédation de la qualité, de la pertinence de la critique publique sur ces sujets-là. Et pourtant, bel et bien, entraînant ces chaînes de conséquences telles que nous pouvons le voir ici, avec le packaging de tout ce qu'il se passe autour de l'absence totale de valorisation de la parole, de ces problématiques, au-delà les problématiques internationales expropriative de la composante de ces sujets tels que la légitimité décisionnaire politique territoriale du GIEC, au-delà de poser un diagnostic, de décider des politiques des pays internes. N'empêche que, où est la politique nationale de valorisation et d'initiative de ce côté-là? C'est une chose de critiquer les problèmes d'extraterritorialisation accaparatrice de souveraineté décisionnaire de ce qu'est le GIEC vis-à-vis de ce que les instances françaises devraient être. C'en est une autre de n'avoir aucun plan, aucune prévision, aucune préhension, aucune manifestation du sérieux, de la conscience de ces problèmes. Et tout ce que vous nous servez, c'est un discours d'un artifice rhétorique d'incrimination excusant votre déni. Mais c'est inacceptable, monsieur Nunez, c'est inacceptable. Vous comprenez bien que il est impossible d'adresser au génie historique millénaire français le néant, l'insulte et la pédance. Vous essayez de nous faire croire que ce sont là des compétences. C'est le pire de ce que la vacuité, doublée de la bile de l'être humain, essaie d'insulter le réel dans sa plus sinistre configuration. C'est tout ce que vous êtes, monsieur Nunez. Vous n'avez donc rien à faire à ce poste. Vous allez donc devoir être particulièrement mise en difficulté, à l'instar de ce que ont encore moins foiré vos prédécesseurs, comme monsieur Barnier ou comme monsieur Bayrou, semble-t-il. C'est tout ce que vous êtes capable d'essayer d'avoir comme permanence de ressources personnelles à devoir embrasser des situations difficiles à votre seule stricte petite personne. 1000 morts de surmortalité en raison de l'absence totale, de la valorisation la plus minimum de l'option de base, auquel par exemple personnellement mes grands-parents paysans, pratiquement sans le sou toute leur vie, modeste retraite de moins de 300 € à deux cumulés sur la fin de leur vie, ayant pourtant élevé 12 enfants et brassé de leurs mains quelques hectares de terre toute leur vie durant, avaient plus
d'investissement matériel, de motivation, d'anticipation des aléas climatiques que votre gouvernement en a? Que voudriez-vous que l'on vous réponde, monsieur Nunez? Puisque vous faites la pluie et le beau temps sur la liberté de parler, la liberté de voir, la liberté de prévoir, la liberté de gouverner peut-être. Il va être grand temps que vous partiez, monsieur Nunez, n'est-ce pas? Vous le savez très bien. Arrêtez donc de faire des dégâts. Donc, qu'y a-t-il encore à anticiper? Vous allez avoir des problèmes, de carence, de sécurisation des agriculteurs, puisque en plus de la fragilisation et de l'évidence éventuelle des feux de récolte qui risquent de se profiler, le fait que les rivalités criminelles puissent commencer à en tirer parti, puisque l'inaction climatique servira aussi d'opportunité d'emballement, d'opportunité de couverture, d'essayer de dissimuler, ce qui relèvera à ce moment-là du criminel. Toute cette chaîne, d'essayer d'avoir une célébration systématique du génie de la capacité de l'homme à pouvoir être à la pointe de l'anticipation au lieu d'être pris au dépourvu, vous la refusez avec votre dogme illibéral. Vous le savez très bien. L'argent, l'argent, l'argent. L'argent vient après les initiatives, monsieur Nunez, comme l'oxygène vient après la forêt, comme l'eau vient après l'oxygène. Pourquoi? Parce que ça, c'est le génératif, contrairement à l'accaparatif, voyez-vous? C'est ça le problème de fond. Et donc, je pense pas que vous soyez suffisamment quelque chose ou quelqu'un pour vous permettre d'insulter ne serait-ce qu'un membre de la représentation nationale, sur la tentative de justifier une absence totale de reconnaissance des conséquences les plus évidentes et les plus manifestes sur la base d'une incrimination. Les false flags, ce n'est même pas possible en Israël et en Palestine, et on va pas commencer à les importer ici, monsieur Nunez. Pas en France, non, désolé. Pas constitutionnellement, dans le pays qui a essayé de sanctuariser la vie humaine sur la planète avec l'extension de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens à la Constitution du droit international, désolé. Si vous n'êtes pas à la hauteur du poste, ayez au moins la décence de le remettre à quelqu'un de plus grand que vous, au lieu d'essayer de détruire ceux qui en exigent la fonction, monsieur. Et je n'aurai pas besoin d'essayer de vous dire vos 4 vérités publiquement. Deuxième chose, au-delà les autres nombreux désagréments faits dans cette regrettable période qui a mené la tentative de mise à sac de ce pays par les idéologies des petits réseaux, des appointant à pouvoir sa compatibilité tels que manifestement les profils dont vous. Il se trouve que parmi les différentes adaptations dont j'ai dû faire preuve incessamment dans ma vie, à ma grande qualité, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs fois pour collègues, parmi les différentes boîtes que j'ai eu le loisir et le plaisir de parcourir pendant l'intérim, des collègues donc qui relevaient du service des pompiers de France. Les conditions qu'ils m'ont décrites sont quelque peu laissantes à désirer. En tant que soudeur, j'ai pu me faire des salaires avoisinant parfois les 2005, 2007, dans les circonstances vraiment fournies, avec des taux horaires, des déplacements, des pénibilités. Bref, je touchais pratiquement le double de ce que gagne un pompier en exercice. Vous trouvez ça normal comme équilibre des barèmes? Je ne parle pas de baisser les barèmes des réalisateurs d'infrastructures et de chaînes productives industrielles telles que nous, particulièrement génératrices de richesse. Mais vous trouvez ça normal que des personnes capables de risquer de foutre en l'air leur vie de famille et d'affronter d'énormes amplitudes de risques et de fatigue, en plus de leurs activités souvent personnelles propres, puisque continuant après le service souvent déçus à cause de ces conditions-là, de rester disponibles à la réserve même s'étant reconvertis? Gagner à peine 1500 € par mois, vous trouvez ça normal? C'est quoi? 300 € de plus qu'un apprenti ayant obtenu son diplôme et commençant sa vie active à peine un peu plus du SMIC dans une filière d'apprentissage sa première année? Vous trouvez ça normal?
dans un système où nous générons l'argent sur des clics numériques ou lorsqu'il s'agit de céder au chantage effectué par les banques systémiques qui ont eu quand même pour impact civil majoritairement de démocratiser la tentative d'inclusion du blanchiment, du narcotrafic et de la proxénétisation pédodéprédatante toujours plus intensifiée comme système de tentative de mise à sac de la sanctuarisation de la vie humaine dans le monde comme géostratégique, hein. Vous trouvez ça normal que les fonctionnaires faisant part des services de la fonction publique et de l'armée, de la défense civile et de la sécurité civile soient à peine au-dessus d'un smicard? Soit il faut relever les salaires, monsieur Nunez, soit il faut accepter de passer à un autre type d'organisation sociale, hein. C'est pas possible ce genre de choses. Surtout pour se faire insulter et maltraiter de la sorte par des gens tels que vous, hein, face aux représentants qui tentent de soutenir leurs conditions pendant que vous leur envoyez des maltraitants essayer d'en faire le triste sort que vous avez réservé aux civils, hein, c'est-à-dire des atteintes directes à l'intégrité physique des personnes en France. Et pour quel motif, s'il vous plaît? Avoir la dignité, mais surtout les conditions matérielles de favoriser le meilleur des mobilisations des facultés dans les moments critiques clés, décisif, et vous démontrez de votre qualité personnelle que la seule ressource que vous avez, c'est de tenter un enfumage rhétoricien digne des plus bas petits escrocs à la petite semaine. Vous n'avez rien à faire à ce poste, monsieur.